Bonsoir. Aujourd'hui, je suis au Musée de l'Homme, à Paris, et c'est un lieu très bien adapté pour vous proposer un numéro un petit peu particulier du dessous des cartes, sur la forme en tout cas, et non pas du tout sur le fond, comme vous allez le comprendre. Nous avons une vision du monde qui est fondée sur des rapports de force entre de grandes entités politiques et économiques, et résultat, nous oublions toutes ces micronations, ces peuples qui sont nombreux, qui sont petits, qu'on appelle les peuples premiers, et qui sont riches en culture et souvent pauvres en biens matériels. Ils ont peu à peu été rabotés par l'entreprise coloniale, les thésaurisations, l'entreprise missionnaire et aujourd'hui le progrès obligatoire comme une loi de l'histoire. Alors j'ai voulu que le dessous des cartes vous permette de faire connaissance avec certains de ces peuples grâce au travail d'un photographe français qui s'appelle Pierre de Vallombreuse et qui a passé au total une vingtaine d'années avec ces gens, avec ces peuples, en portant sur eux un regard respectueux et affectueux. Alors d'abord, sur cette carte du monde, on repère les Philippines, à l'est de l'Asie, et les Palawan sont dans l'archipel des Palawan, à mi-chemin entre l'île de Kalimantan et les Philippines. Alors là, nous sommes dans une caverne dans le sud des Philippines, dans l'île de Palawan, chez ce peuple qui s'appelle les Palawan, et ce petit sous-groupe de 200 personnes qu'on appelait les hommes des rochers, parce qu'ils ont la particularité de vivre dans des cavernes comme à l'aube de l'humanité. Et c'est une société extrêmement sage, parce qu'elle n'a pas développé de moyens de coercition, pas de police, pas d'armée, pas de prison, et que tout doit se régler par la parole. Donc le moins de petits larcins, le moins de problèmes, c'est par la parole et le consensus, et c'est ce qu'on appelle souvent des sociétés primitives, et que les civilisations veulent civiliser. Ces deux jeunes filles pêchent, vont ramasser des écrevisses et des crabes sous les rochers. Et donc c'est un exemple parfait de communion, d'osmose, de connaissance de la nature, parce que ce peuple est à la fois chasseur-cueilleur et aussi de fantastiques agriculteurs. Donc ils pratiquent le mode le plus ancien qui est la chasse et la cueillette et l'agriculture. Et ils vivent complètement à l'unisson avec la nature. Et ces photos ont été prises en 1994, entre autres chez les Palawan. Et malheureusement, là, on a une photographie qui montre l'intrusion des missionnaires. Il faut savoir que les missionnaires à notre époque, au XXe siècle, sont plus virulents encore qu'au XVIIe, XVIIIe, XIXe, et qu'on croyait que c'était une affaire qui était réglée, et qu'il y a des missions, souvent nord-américaines, qui ont pour but de convertir tous les peuples autochtones du monde entier. Et dans cet havre de paix, cet endroit chez les Palawan, qui était en dehors de tout ça, sont arrivés les missionnaires avec les bulldozers, avec l'apercement de la route. Et de là, on peut prédire malheureusement l'intégration des intégrantes, voire la disparition de cette civilisation plurimillénaire et très sage. Nous quittons les Philippines pour aller plus au sud, en Océanie, à l'extrême est de l'Indonésie, exactement en Irian Jaya, chez les Papous, où Pierre de Vallombreuse passe beaucoup de temps avec 3 micronations, les Kopkaka, les Una et les Dani. On est sur une photo qui était particulièrement terrible. C'est un primitive business, primitive show organisé par les autorités indonésiennes. On est dans la partie occupée de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, cadeau de la guerre froide offert à Suharto par les Américains et l'Occident pour l'éloigner de ses fréquentations avec le Parti communiste chinois. Et il faut savoir que dans la région de cette ethnie qui s'appelle les Dani, dans les années 70, il y a eu l'opération Koteka de l'armée indonésienne qui avait pour but de les civiliser, donc de les habiller. Et comme des chefs ont refusé, ils ont été égorgés, éventrés, il y a eu des centaines de morts. Et puis vers la fin des années 80, le tourisme s'est développé. Et les autorités indonésiennes coloniales, j'insiste, se sont dit, mais si on veut faire de l'argent, qu'est-ce que veulent les touristes? Ce sont des gens avec des plumes dans les oreilles. Et on organise comme ça un sort de zoo humain, reliquat de ce qui se faisait. On a exhibé les Kanaks en France, il y avait les Louis-Napoléon Bonaparte qui fait venir. C'est que ça continue de nos jours et des touristes payent et ne se posent même pas de questions. Alors on est toujours chez les Dani et là on voit le racisme au quotidien dont sont victimes les Papous, envahis par l'Indonésie. Et là c'est dans un restaurant, on avait commandé 2 thés glacés après une longue marche au soleil. Et les serveurs javanais nous ont apporté 2 thés. Moi j'ai eu un thé glacé, lui on lui a servi un thé bouillant. Et comme il a de la corne sur ses mains parce qu'il travaille beaucoup, il n'a pas senti, c'était bouillanté. Voilà le racisme au quotidien en Irian Jaya, colonie indonésienne. Nous allons au Mexique,
au sud dans l'état du Chiapas, au moment de la répression de l'armée mexicaine sur les villages mayas. Chiapas, l'état le plus pauvre du Mexique pendant l'insurrection zapatiste et la reprise de la violence. Alors là, c'est la restitution de corps. Après, c'était une communauté autonome zapatiste qui avait été attaquée par l'armée et la police du Chiapas. Et après l'attaque, il y avait eu des morts. L'armée les a emportés et normalement devait les restituer rapidement. Et ils les ont restitués 6 jours après, si ma mémoire est bonne, autopsiés, donc dans les règles, mais après les avoir laissés pendant 5 jours à 40 degrés au soleil et non recousus, ce qui fait que les corps sont revenus dans un état pestilentiel, rongés par les vers et tuméfiés et la peau boursouflée, ce qui fait que les gens défilaient et n'arrivaient même pas à reconnaître l'identité du défunt, ce qui fait qu'on a toute une communauté en pleurs qui essaye d'identifier l'horreur et de pas reconnaître les siens. Et c'était une volonté d'humilier une deuxième fois, même à travers les morts, ces gens-là. Et ça, c'était le gouverneur Guilhem de l'époque qui avait décidé ça. Prostituée d'environ 13 ans pour l'armée mexicaine. Nous allons cette fois au Soudan, plus particulièrement dans la région du Bor el Ghazal, chez les Dinka, au moment où ils subissent la répression du gouvernement de Khartoum à la fin des années 90, parce qu'ils refusent de se convertir à l'islam. Alors ce sont des Dinka qui sont victimes d'un bombardement de l'aviation de Khartoum. On est toujours chez les Dinka et on voit cet avion. Et cet avion, faut savoir que le bombardement que vous avez vu précédemment se situait le lendemain d'un largage de nourriture par un avion blanc de la même couleur qui était parti de la même base de Khartoum, parce que Khartoum loue ses avions pour l'aide alimentaire et puis en profite aussi pour envoyer ses bombardiers. Et quand on largue de la nourriture, il y a plein de gens affamés qui viennent. Et donc le lendemain, c'était 23 bombes à fragmentation. Et maintenant, les jouets des Dinka, traditionnellement des vaches, sont devenus des avions. Ange de la mort ou porteur de vie, suivant le cas. Alors là, c'est départ au combat, adieu avant le combat. Cette fois, nous sommes en France, en Nouvelle-Calédonie. Enfin, moi, j'aimerais dire là-dessus qu'on est aussi extrêmement concerné en France par la situation des peuples autochtones et qu'il y a une injustice à Nouméa qui perdure et une humiliation pour les Kanaks. Vous préférez prendre votre fusil ou votre appareil de photo? Mon appareil de photo, parce que j'ai côtoyé des peuples pacifiques. C'est vrai que la révolte m'a gagné chez les Palawans, quand j'ai vu la destruction qui allait les menacer. Et je me suis dit que c'était pas par la violence, mais par le témoignage qu'on pouvait en tout cas changer, essayer de changer. Avec un peu d'espoir. C'est de l'ethnographie, c'est de l'ethnologie, c'est de la photographie, votre façon de travailler? C'est un témoignage sur des gens, sur 300 millions de personnes qui crient pour pouvoir résister et survivre. Vous portez un grand respect sur les peuples que vous photographiez. C'est vrai que la photographie, c'est un métier de voyeur. On peut regarder les gens sans les aimer ou les regarder avec amour. On est chez les Himba et c'est un Himba qui se moque de moi, tout simplement. Voilà, ces photos nous remettent en mémoire que ces peuples sont beaux, qu'ils sont fragiles. Ils nous aident à remettre les pieds sur terre, car une part de notre identité réside aussi dans leurs différences, voire dans leur étrangeté. Ils nous rappellent aussi tout ce que nous avons perdu. Les rites, l'humilité, la présence des vieux, la cohésion entre les générations, la famille étendue, et puis une relation intime et harmonieuse avec notre environnement naturel. Peut-être qu'ils vont nous aider à faire ce tournant essentiel que nous devons prendre au XXIe siècle, c'est-à-dire sortir de cette domination permanente que nous avons sur la Terre et sur les autres. Donc c'était une façon de dire merci à ces Dinka, ces Dani, ces Mayas, ces Kanaks et tous les autres, bien sûr, car après tout, ils sont un patrimoine commun de notre humanité. Ces photos de Pierre de Vallombreuse, vous les retrouvez dans son livre Peuple, édité chez Flammarion, avec une superbe introduction de Edgar Morin
et un texte analytique d'Emmanuel Garrigue. Elles sont aussi exposées en 2006 au Musée de l'Homme, dans la ville du Mans et à la Fondation Polignac, à Polignac. N'oubliez pas aussi de lire Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss. Et le musée du Quai Branly, qui est le musée des arts premiers, ouvre ses portes à Paris fin juin 2006.